Bonjour, c'est Ilma du montage avec un café froid pour vous dire que j'ai oublié de vous saluer au début de cette vidéo, que c'est impoli. Du coup, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, on va parler des consoles portables. Voilà, on peut commencer là, c'est bon. Les gens de ma génération sont séparés en deux clans, ceux qui avaient une PSP et ceux qui avaient une DS. Les deux consoles sont vraiment excellentes, bravo à elles, mais on constate quelque chose, c'est que il y en avait pas vraiment d'autres. Et si on avance dans le temps, on constate que la manière de penser une console portable a radicalement changé. La Switch propose une expérience hybride depuis 2017 et les peu de représentants du genre se sont clairement inspirés de ce modèle-là, en nous proposant plutôt un moyen de jouer à nos jeux PC n'importe où que de créer des vraies expériences uniques sur un hardware unique. Mais pendant mes recherches, j'en suis venu à une conclusion plus qu'évidente et qui pourtant m'avait jamais traversé l'esprit. Nintendo roule sur le marché des consoles portables et ce depuis qu'ils en produisent. Et pour que vous vous en rendiez compte, petit historique. L'histoire des différents supports de jeu est presque aussi longue que celle du jeu vidéo lui-même, alors on va essayer de la faire plutôt courte. Avant les consoles portables, on avait les jeux électroniques de toutes petites machines n'offrant pas énormément de possibilités de gameplay et contenant pour la plupart un seul jeu par machine. Dit comme ça sonne extrêmement archaïque, mais à l'époque le succès était présent et quelques millions de personnes étaient ravis d'avoir de quoi faire une petite partie dans leur poche. Mais les choses sérieuses commencent quand, de l'autre côté de l'océan Pacifique, un homme va prendre le train. Et cet homme, c'est Gunpei Yokoi. Cet homme à lui tout seul est un des sujets les plus intéressants à aborder pour comprendre l'histoire du jeu vidéo dans sa globalité, donc encore une fois, on va la faire plus que courte. Le mec a inventé les croix directionnelles, sur les manettes. Genre ce mec, il a inventé ça, le truc qui est absolument partout. Bien joué. Bravo gars. J'aurai encore bien l'occasion de parler de lui étant donné la carrière du bonhomme et je vous encourage de vous renseigner sur lui par vous-même, parce que je vous jure, il a fait des dingueries, mais bref. L'histoire est très connue, Gunpei Yokoi prend le train et observe son voisin de siège s'amuser pendant tout le trajet avec sa calculatrice, faisant germer dans sa tête l'idée d'un jouet électronique tout public permettant aux gens de se divertir dans les transports. Il propose l'idée à Nintendo, pour qui il travaille déjà depuis quelques temps à ce moment-là, et c'est comme ça que naissent les Game & Watch. Le concept n'est pas complètement nouveau, mais ça n'empêche qu'il reste encore aujourd'hui le plus grand représentant du jeu électronique avec ses quelques dizaines de millions de ventes étendues sur 10 ans. Et oui, parce que le modèle jeu électronique restera la forme la plus proche du jeu vidéo portable qu'on aura pendant les 10 prochaines années, pendant lesquelles il n'y aura pas forcément de grandes révolutions dans le domaine. Pendant ces 10 années, il y a quand même eu du changement dans le jeu vidéo. Déjà, il a failli s'écrouler en 1983 avec Atari et son battage de couilles massif du contrôle qualité des jeux qu'il proposait, mais s'il a pu s'écrouler, il a surtout pu renaître. Et ce grâce à Nintendo et sa NES sortie aux États-Unis en 1985 et qui restera pour beaucoup de gamins de l'époque le premier contact qu'ils auront avec un jeu vidéo. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, le jeu vidéo devient petit à petit ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est que le début, mais les choses sérieuses commencent. On arrive vers la fin des années 80 et Gunpei Yokoi a une nouvelle idée de génie. Les jeux à cristaux liquides c'est sympa, ça divertit, ça rentre dans la poche, mais il est persuadé qu'on peut faire mieux que ça. Il se met donc un objectif en tête, faire rentrer la NES dans nos poches. Mais pour faire ça, il va bien falloir faire des concessions. L'écran est plus petit, on dit au revoir à la couleur et surtout pas de rétro-éclairage. C'est bien trop énergivore et c'est impossible de faire tenir des piles bien longtemps avec ça. Et c'est comme ça qu'on aura la Game Boy. La console sort en avril 1989 au Japon et continuera d'asseoir la domination de Nintendo sur le marché des consoles portables. Autant la guerre Sega Nintendo faisait rage sur le marché du salon, mais sur portable, y a pas photo, Nintendo est au-dessus du game. La Game Gear de Sega, sortie à peine un an après, totalisera à peine plus de 10 millions de ventes, contre 100 millions pour la Game Boy. C'est énorme. La question se pose même pas, ce marché appartient à Nintendo et à personne d'autre. Certains vont s'y essayer avec plus ou moins de succès, mais Nintendo est perché sur une bien trop haute montagne pour voir la concurrence sous les nuages. Les années s'enchaînent et Nintendo continue de prouver qu'ils sont au-dessus avec la sortie de la Game Boy Advance en 2001. Environ 81 millions de ventes à travers le monde, sans compter sa version SP sortie en 2003 qui en totalisera environ 43 millions. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la 3D commençait à devenir la norme sur les consoles de salon, mais pour les consoles portables, on n'y pensait même pas. On est sur du hardware bien trop peu performant pour se le permettre, y a qu'à voir la poignée de jeux qui sont sortis en 3D sur la machine, ça parle tout seul. Les efforts sont donc concentrés sur la magnifique 2D que la GBA est capable de produire et le public reste tout aussi réceptif malgré les évolutions des consoles de salon. La philosophie de Nintendo à ce moment-là et depuis bien longtemps déjà est de ne pas forcément proposer les consoles les plus intéressantes techniquement, c'est ce qu'on appelle le fameux esprit Yokoi. Des consoles moins coûteuses, moins performantes, mais avec tout autant de possibilités. On n'est pas sur de la course à la technique mais plutôt de la course au fun. La Switch nous a d'ailleurs prouvé qu'ils ont l'air d'être globalement sur le même esprit aujourd'hui, même si j'attends de voir ce que la Switch 2 va nous proposer. Je sais pas. Et de toute façon, à ce moment-là, ça sert même pas à quelque chose de parler de concurrence, parce qu'à cette époque, ils en ont même pas. Ah si, attendez, il y a eu... la N-Gage. Ah. Mais les années passent, la PlayStation 2 existe déjà au moment de la commercialisation de la GBA et la toute première Xbox tardera pas à pointer le bout de son nez.
La 2D c'est bien, mais il faut voir l'avenir. Et Nintendo annoncera dès 2003 sa volonté de proposer quelque chose de nouveau en 2004. Et ce quelque chose vous avez déjà tous posé les mains dessus puisqu'il s'agit de la Nintendo DS. 2 écrans, dont un tactile et de la 3D. Tout ça dans votre poche, si ça c'est pas de la révolution. La 3D est un peu primaire par rapport à ce qu'on peut trouver sur les consoles de salon les plus récentes, mais les joueurs s'en foutent parce que déjà elle est là et c'est assez ouf comme ça. Les ventes dépasseront celles de la Game Boy pour atteindre plus de 150 millions de ventes, et je pense que c'est l'une des consoles les plus créatrices de nostalgie de ma génération, vraiment. Mais cette année, les choses ne vont pas se passer comme d'habitude pour Nintendo, puisque quelque chose nous est passé sous le nez. L'annonce de la DS s'est faite à l'E3 de 2004, et pendant cette E3, une autre annonce a bouleversé le public, et c'est une annonce de Sony. La PSP arrive très bientôt et elle a l'air d'être sensationnelle. Lorsqu'elle arrive sur le marché fin 2004, soit presque en même temps que la DS, les joueurs sont face à une machine qui a des graphismes qu'on n'avait jamais vus auparavant sur une telle machine, se rapprochant de ceux de la PS2. Car oui, Sony n'en avait que faire de cet esprit Yokoi, ils avaient quelque chose de bien différent en tête. La console était techniquement impressionnante et apportait une approche différente du jeu portable, en plus de posséder des fonctions multimédia comme écouter de la musique ou regarder des films. Parce que ouais, il y a déjà eu pas mal de films qui sont sortis sous format UMD. Attendez, je vais vous montrer. L'UMD c'est ça, c'est des mini-disques dans un sorte de boîtier plastique et c'est comme ça qu'on vendait les jeux et les films à l'époque sur PSP. C'est de la merde à chier, hein, c'est vraiment un peu tout pourri comme système, mais c'est comme ça que ça marchait. Avec ses près de 80 millions de ventes, on peut enfin le dire, Nintendo s'est trouvé un concurrent et n'est désormais plus seul à proposer des consoles portables de qualité et sur lesquelles les développeurs ont envie de travailler. Cependant, malgré l'évident succès de la console, Sony la considère comme un semi-échec, parce que même si elle a réussi à concurrencer la DS, elle arrivera jamais à faire ne serait-ce que la moitié de ses ventes. Mais le marché se porte très bien, les deux consoles font des ventes et ont leurs exclusivités marquantes, et ça se passera ainsi jusqu'en 2009, année pendant laquelle les joueurs de la DS et de la PSP vont commencer à spéculer sur l'arrivée des nouvelles consoles portables de leurs constructeurs préférés. Mais les informations tombent au compte-gouttes sans réel fondement, et il faudra attendre l'E3 2010 pour que Nintendo nous dévoile sa flambant neuve Nintendo 3DS. Son argument de vente principal est évidemment la 3D, la vraie 3D, comme au cinéma, mais genre sans les lunettes. C'est ce qu'on appelle de la 3D auto-stéréoscopique. Ça fait plein de lettres. La console a du mal à rencontrer son public lors des premiers mois, beaucoup jugeront son prix trop élevé, n'empêchant quand même pas la console d'engranger près de 400 000 ventes dès son premier jour. Mais à peine quelques mois après, Nintendo prend une décision qui va sauver les ventes de la console, baisser le prix de 30 à 40% selon les territoires, ce qui entraînera le succès qu'on connaît et c'est près de 75 millions de consoles vendues, mais là on s'avance un peu trop dans l'histoire. Après l'annonce de l'E3 2010, John Kohler, qui est chef du marketing chez Sony USA à ce moment-là, dira en interview: il reste encore à voir où va Nintendo avec la 3D sur une console portable. C'est une démarche intéressante, mais j'aimerais tout d'abord voir où ils vont d'un point de vue démographique. Entre ce qu'indiquent nos propres études et faire jouer en 3D des enfants de 8 à 9 ans, il y a un écart. Pour Sony c'est assez clair, la 3D n'est pas faite pour la console portable et encore moins ce genre de 3D pour un public aussi jeune. Pour eux la 3D a de l'avenir, mais sur console de salon. Mais on va pas refaire l'histoire, hein, la 3D dans le jeu vidéo globalement tout le monde s'en fout aujourd'hui à part dans la VR et du coup... petit flop pour les deux. Mais justement, Sony qui avoue ne pas croire en la 3DS s'apprête à dévoiler ce que tout le monde appelait encore la PSP2 à ce moment-là. Et c'est en janvier 2011 lors du PlayStation Meeting organisé par Sony que la console fut dévoilée sous le nom de NGP pour Next Gen Portable et est prévue pour sortir en fin d'année. Il faudra attendre l'E3 de cette même année pour que la presse puisse enfin en voir une version jouable et entendre pour la première fois son vrai nom, la PlayStation Vita. Elle sortira en France et au Japon le 17 décembre 2011 et au début absolument aucune raison de s'inquiéter, les joueurs saluent son design et son ergonomie. La console est bien plus puissante qu'une 3DS et mine de rien c'est la première console portable à nous proposer 2 sticks comme sur les manettes modernes, en plus de posséder un écran tactile plus un pavé tactile arrière permettant pas mal d'originalité dans le gameplay. Il y avait une caméra aussi, je me rappelle dans le jeu Uncharted genre quand il y avait des trucs où on voyait rien et fallait mettre ta caméra à la lumière et tout. C'était de la merde. C'était de la merde, mais j'adorais. La première semaine, c'est 300 000 exemplaires qui seront vendus. Sony est plutôt ravi et la concurrence semble maintenue. Mais durant la première semaine, c'est à peine 73 000 exemplaires qui seront vendus, soit une chute de 78%. Et la console revivra la même chose lors de son arrivée en Amérique. Le catalogue est bon, la console a des fonctionnalités la rendant unique, mais ça prend pas, et au bout de 10 mois de commercialisation, c'est à peine 4 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et les développeurs vont commencer à laisser la console derrière eux. Sony va même arrêter de partager les chiffres de vente au bout d'un moment. Ça sent pas bon. Des estimations concluent qu'en 2018, c'était 16 millions de consoles qui avaient été vendues à travers le monde. Soit 16 millions en 7 ans, là où Sony avait pour objectif d'en vendre exactement le même nombre en un an. L'échec est massif. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Sony a fait de la merde sur pas mal d'aspects qui auront vite fait de décourager le consommateur moyen, et le plus évident de ces problèmes c'est le prix. La console était vendue sous 2 modèles, le premier en version classique coûtait 250€ et le deuxième avec connexion 3G coûtait 300€. Quand on sait qu'à son lancement la 3DS était déjà moins chère qu'une PS Vita et qu'en plus les prix ont baissé de 30 à 40%,
Ça fait mal au cul. 300 € c'est le prix d'une PS3 à ce moment-là, et vendre sa console portable au même prix que sa console de salon, bah ça fait pas classe aux yeux du public. La deuxième erreur est probablement celle qui m'énerve le plus, c'est les cartes mémoire. Ah Sony, vous êtes quand même de sacrés saligots. Mettre des cartes SD dans ces consoles c'est plutôt normal, à cette époque on pouvait pas mettre autant de stockage que ce qu'on peut faire aujourd'hui dans des machines aussi petites. Les cartes SD c'est pas très cher, ça se trouve partout, mais pour Sony il reste un problème là-dedans. C'est que c'est pas eux qui les vendent. Et donc ils se font pas de profit. 100 balles. 100 balles pour ta toute petite carte mémoire de 32 Go, vous avez pété les plombs les gars. La norme était autour de 20 balles à ce moment. 100 balles c'est presque la moitié de la console de base à son lancement. Et essayez pas de mettre celle que vous avez chopée à 10 balles sur Amazon dans votre console, Sony a fait en sorte que ce soit bien impossible. Bon, ça fait déjà pas mal d'erreurs monsieur Sony, mais il y a un dernier point à prendre en compte et celui-ci est indépendant de leur volonté. Et ça c'est la démocratisation du jeu mobile. Un gamin de 10 ans en 2011 il a pas de téléphone et la 3DS c'est tous les jeux vidéo qu'il peut transporter sur lui dès l'instant où il est pas chez lui, mais la PS Vita était destinée à un public plus adulte et les adultes à ce moment-là, ils avaient Angry Birds. Pourquoi se balader avec sa console de jeu quand son téléphone que l'on a constamment sur soi commence à proposer des jeux de mieux en mieux réalisés? C'est je pense à ce moment-là que les consoles portables telles qu'on les connaissait ont commencé à disparaître. Et pourtant la PS Vita n'a pas été abandonnée si vite, son catalogue de jeux indépendants a continué à s'étoffer créant un public plus niche sur la console, bien que la majorité soient des exclusivités japonaises qui n'ont aucun intérêt à être traduites que ce soit en anglais ou en français. Et c'est là qu'on va en venir au point dont j'ai envie de parler depuis le début. On est en 2023 ! On trouve des PS Vita pour moins d'une centaine d'euros sur le bon coin. Elle possède toujours d'excellentes exclusivités, bien qu'une bonne partie de son catalogue ait migré vers la PS4. Mais croyez-moi, la console est loin d'être obsolète et ce pour une raison simple. Le modding. Je vais pas vous expliquer ce qu'est le modding ni comment le réaliser, mais sachez que c'est bien grâce à ça que je trouve que la PS Vita est la meilleure console portable à posséder aujourd'hui. Sa puissance lui permet d'être bien plus ambitieuse qu'une 3DS modée. Alors oui, bien sûr, il y a plein de points du modding qui jouent avec les limites de la loi, mais ça c'est entre vous et votre conscience. Le fait est que c'est possible. Et surtout, accessible. C'est vraiment pas compliqué. Rien que les émulateurs vous permettent de jouer jusqu'à la Nintendo 64 et la PS1, chose qu'une 3DS est loin d'être capable de faire. Selon moi, cette console est aujourd'hui la console portable ultime à posséder pour tout fan de rétro gaming ou simplement de jeux vidéo de manière générale, et pas seulement grâce à ses capacités, mais aussi grâce à son confort. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Askens que je vais mettre en description parce qu'il entre un peu plus en détail sur le sujet. J'ai aucune envie de discréditer la 3DS, c'est une excellente console, mais elle est clairement moins puissante et pensée pour un public bien plus jeune. Il suffit de tenir une 3DS originale dans nos mains d'adultes pour comprendre qu'au bout d'une heure et demie, on va se détruire les doigts. Donc s'il vous plaît, redonnez-lui une chance, et qui sait, peut-être que si on le fait tous, Sony se rendra compte qu'ils ont toujours une carte à jouer dans le milieu des consoles portables. J'y crois pas une seule seconde, ok? L'évolution de ces dernières me laisse plutôt penser qu'elles vont disparaître au profit d'expériences plus hybrides comme l'a apporté la Switch ou le Steam Deck plus récemment. Et oui, les jeux exclusifs aux consoles portables vont plus que très probablement disparaître si c'est pas déjà le cas. Le jeu mobile s'est démocratisé à son maximum et il est possible pour seulement quelques dizaines d'euros avec des périphériques bien adaptés d'avoir de très bonnes expériences sur son téléphone, pour peu qu'on trouve quelque chose d'original dans cet océan de freemium et de shovelware. Ouais, je suis toujours assez aigri sur le modèle actuel des jeux mobiles. J'espère vous avoir intéressé, à défaut de vous avoir convaincu, le sujet est ultra vaste et j'ai pas du tout été exhaustive. Je vous remercie d'être resté jusque là, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo ou sur le sujet dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine.